Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde qui a été préalablement enregistré, mais qui passera pour la première fois sur Radio Courtoisie cet été. Cette émission a été réalisée quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Nous voulions vous accompagner, chers auditeurs, durant ce qu'il faut bien qualifier d'épreuve, et pas seulement pour les sportifs rassemblés sur les stades, mais pour tous les franciliens et au-delà. Je remercie Arnaud qui nous accompagne à la technique durant ce libre journal. Vous voudrez bien poser, chers auditeurs, questions, observations, remarques exclusivement par courriel électronique. Nous ne manquerons pas de vous répondre avec notre invité du jour. Une émission aujourd'hui au seul format du grand angle. Vous pouvez me retrouver par ailleurs et durant tout l'été du lundi au vendredi en direct à 13h sur Géopolitique Profonde TV pour notre revue de presse quotidienne en compagnie de Raphaël Besslul, directeur de la rédaction du magazine de Géopolitique Profonde. Je reçois aujourd'hui chroniqueur, économiste, écrivain, ancien ou dirigeant d'entreprise, Marc Rousset, un ancien élève d'HEC, docteur en sciences économiques, puis ensuite il est parti aux États-Unis à MBA, Columbia University, Harvard. Eh bien, bonjour Marc Rousset et bienvenue. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur Radio Courtoisie dans ce livre journal de géopolitique profonde. On peut peut-être passer en revue un certain nombre de vos ouvrages parce que j'ai l'impression, en ayant lu Notre faux ami l'Amérique pour une alliance avec la Russie, Marc Rousset, avec cette préface de Piotr Tolstoï, aux éditions, rappelez-moi... Libri Nova. Très bien. On le retrouve de toute façon... Réseau Diffusion Hachette, disponible dans toutes les librairies, sur tous les sites numériques. C'est bien ça, la diffusion Hachette, justement. Ah oui, c'est le réseau diffusion qui permet à tout libraire d'être livré, de stocker, et d'avoir... le livre est fourni partout, dans toute la France. Très bien. Et dans tout le monde francophone, d'ailleurs, même au Canada, français, etc. Oui. Vous avez de la suite dans les idées, Marc Rousset. Ça fait 30 ans à peu près. En 1995, déjà... Vous signez La Nouvelle Europe de Charlemagne. Exact. Avec, c'est une préface d'Alain Perfit. Alain Perfit, oui, qui m'a donné le prix de l'Académie des sciences morales et politiques sous la coupole des mains de Pierre Messmer. Je dis très rapidement les ouvrages et j'aimerais bien qu'on y revienne parce que vous n'êtes pas à proprement parler, Marc Rousset, ce qu'on va appeler dans le langage politique courant un souverainiste, au sens où vous avez une vision de l'Europe. Certes, ça n'a rien à voir avec l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, celle de Mme van der Leyen, qui normalement est censée... je combats de toutes mes forces. Elle est censée se réélire aujourd'hui, vous le savez. J'espère qu'elle ne sera pas réélue. Il paraît que le pacte vert poserait problème. Dieu merci, espérons-le. Espérons-le. Et puis quand même, le mouvement à droite de certains, la plus grande présence de députés patriotes pour la première fois au Parlement européen. Oui, ils sont plus nombreux. Voilà, il y a quand même 3 groupements qui viennent de se constituer avec une vision patriotique, avec Mélanie, autour de l'AfD, et puis le problème, c'est que vous avez toujours le troisième, c'est Viktor Orban, oui, avec le RN, voilà. Oui. Et les patriotes français on en trouve partout dans les 3 mouvements. Le RN avec Viktor Orban, Sarah Knafo avec l'AfD, et puis les démissionnaires avec Zemmour, avec Marion Maréchal. Marion Maréchal, ils sont du côté avec Giorgia Meloni. Voilà. Bon, de toute façon, il y a une tous ces gens-là, ils vont voter contre. Ils vont voter, j'espère, je pense, c'est une certitude. Même si Meloni demande de voter pour, je suis persuadé que Marion et les 4 dissidents de Reconquête voteront contre, j'espère en tous les cas. Écoutez, de toute façon, je vais von der Leyen, c'est elle qui nous a mis l'anglo-américain dans l'Union européenne. C'est l'animal à abattre. Hein. Marc Rousset, je pense qu'il vaut mieux éviter de trop en parler parce que lorsque l'émission va passer, ça serait dommage qu'on se rende compte qu'en fait, ils ont tous voté von der Leyen d'un seul homme ou d'une seule femme. Ça, c'est bien connu. Mais enfin, on peut espérer. Mais sachant que moi, Mélanie, excusez-moi, mais entre le moment où elle a été élue et ce qu'elle fait comme politique et son rapprochement, ce qui ne m'étonne pas tant que ça avec les néofascistes finalement, avec l'OTAN,
Bah, écoutez... Oui, mais n'oubliez pas les 150% d'endettement de l'Italie, elle est sous pression. Ah, donc il faut rien faire quand on est endetté. Alors on fera rien en France. Elle a une épée de Damoclès. Les marchés qui la lâchent, elle peut. Donc elle est victime d'un chantage. Bah, vous nous expliquerez peut-être comment on fait dans ces cas-là quand on a des dettes abyssales et qu'il faut pourtant essayer de sortir. Je trouve qu'elle se débrouille pas finalement que ça. Alors moi je combats son action en apparence, mais sur le fond, elle fait peut-être ce qu'elle peut, la brave femme aussi. Il faut la comprendre. Hein, c'est qu'elle est victime d'un chantage. Elle a une situation. Elle était naïve à ce point-là. Elle ne le savait pas quand elle a parlé à ses électeurs. La faillite de l'Italie, c'est un fait qu'on ne peut pas éviter. Voilà, et à ce moment-là, les forces antinationalistes peuvent faire un chantage, peuvent la faire tomber. Et ça, c'est à mon avis, c'est le problème de Mélanie, qui est obligée de mettre de l'eau dans son vin, parce que sinon, ils la feront sauter en actionnant les marchés, comme on a vu ce qui s'est passé en Angleterre, hein, lorsque la députée, la première ministre conservatrice a voulu prendre des mesures. En un mois, l'Angleterre était sur le point de sauter. Hein. On finira comme les Grecs, moi je vous le dis. Voilà, ah ben oui. Alors, ces différents... Ça finira très mal, selon moi. Ah, c'est très probable. De ces ouvrages, il ressort toujours quand même une ligne directrice chez vous, dès la Nouvelle Europe de Charlemagne. Une Europe hybride cherche sa voie, écriviez-vous déjà à cette époque, et cette voie passée par la redécouverte de l'identité. Alors ça, moi, ça m'intéresse. Franck, du temps, vous parlez d'une Europe carolingienne, finalement, en disant, et on n'est pas encore sur le livre qui va suivre, les Euroricains, on va voir absolument l'Europe que vous ne voulez pas, mais en tout cas, vous avez déjà, rapidement, cette nouvelle Europe de Charlemagne, qui est pan-européenne, qui est confédérale, qui n'est bien sûr ni fédérale ni jacobine, parce que finalement hybride, elle est hybride. Hybride, c'est ce qui m'a valu la préface de la perfide. Et puis alors, c'est quand même, ça montre bien que moi je suis pas un young leaders, hein, puisque je revenais juste, j'ai écrit ce livre, je l'ai pensé même, je tiens à dire, chers auditeurs, à Boston, en faisant l'AMP d'Harvard, tenez-vous bien. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle toujours dans les séminaires, où lorsqu'on parlait de l'Europe, parce que c'est assez bien foutu cet Advanced Management Programme pour les soi-disant les hauts responsables et hauts dirigeants. Et lorsqu'on parlait de l'Europe, c'était des fois à se tordre par terre, quoi. Alors j'intervenais, j'étais tout seul d'ailleurs, pour dire, vous savez, il peut y avoir un autre type d'Europe. À ce moment-là, il y avait un silence dans les rangs. Et je me rappelle une fois, j'étais avec le professeur Lodge d'ailleurs, qui était le fils ou le petit-fils du fameux Cabo Lodge de la guerre du Vietnam, et qui dit, en se tournant vers moi, oui, alors d'une façon ironique, il dit, ah ben, on a écouté quand même le point de vue sous-entendu d'un Français, d'un petit Frenchie, là. Alors, puisqu'il est tellement pour son Europe franco-allemande, sous-entendu, c'est pour essayer de combattre l'Amérique. Mais alors, j'aimerais bien entendre le témoignage d'un Allemand. Alors, il prend dans le séminaire où nous étions un des participants. J'ai dit, ça y est, bon, mon compte est bon, si c'est un garçon qui fait carrière dans la banque, etc. Pas du tout. Il tombe sur un Allemand qui répond, j'en tire mille là, chers auditeurs, assurez-vous. Il dit, bah, écoutez, moi, il m'est difficile de vous répondre parce que je suis marié à une Française. Voilà. Donc, le destin, là, est venu à mon secours pour ne pas perdre la face vis-à-vis d'un Allemand en plein séminaire, pour dire que j'ai toujours défendu mes convictions. Et alors, je tiens à dire qu'en fait, moi-même, j'ai redécouvert peut-être ma vocation, mon destin, je dis bien, hein, parce que j'en suis à ce point avec ce livre qui est l'aboutissement de 30 ans de réflexion. Il y a un point commun. En fait, je pense que ma vocation, mon destin, il a commencé lorsque le général de Gaulle, entre guillemets, m'a envoyé faire ma coopération au Québec, au Canada, où je me suis retrouvé minoritaire avec tous ces Canadiens français qui se battaient pour leur identité. Et j'avais même pas encore fait mon MBA à la Columbia, puisque j'ai fait ça après le Québec. Et il y a un field, mais qui était involontaire. Tout ça, c'est après qu'on réécrit l'histoire. De tous mes livres, c'est clair. C'est l'anti-américanisme, l'Amérique qui est une menace pour l'Europe. Alors ma première réaction instinctive au retour de Harvard, comme on dit, ou de Harvard, ça a été faisons l'Europe franco-allemande, faisons cette Europe carolingienne. Et ensuite, avec. Alors, on va les repasser, si vous voulez, avec Gaspard. Voilà. Mais le fil directeur, c'est il faut combattre l'Amérique qui est une menace pour la France. Est-ce que vous avez fait de la politique ?
Non, parce que je suis incapable de faire la politique. Mais pourtant, vous avez un don. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne répondez pas aux questions qu'on vous pose. Ah bien. En fait, je vous ai posé une question depuis le début. Alors, et vous n'y avez toujours pas répondu. Alors, j'y réponds. C'est qu'est-ce que c'est que cette Europe franque dont vous parlez? L'Europe carolingienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui, dans la modernité actuelle? C'est une Europe qui ne perd pas son âme. C'est une Europe qui serait basée sur avec une monnaie. Il y a le fameux mot anglo-saxon que le leadership franco-allemand. Pour nous libérer de la tutelle de l'Amérique, pour développer avec une collaboration, si on avait une véritable collaboration de la France et de l'Allemagne, au lieu de se tirer dans les pattes ou au lieu de se faire saboter actuellement par les dirigeants de la CDU, l'Allemagne qui veut absolument non seulement ne pas favoriser, mais mettre à bas tous les restes de la puissance militaire, de tout ça construit le général de Gaulle, les choses sont très claires. Hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais une réorientation de cette Europe en me tournant vers la Russie, puisqu'avec l'Allemagne, pour l'instant, ça ne peut pas marcher. Ça pourrait marcher, par contre, avec l'AfD. Je dis très bien, avec des gens comme Maximilien Krah, c'est un gaulliste qui n'emporte pas le nom, ce garçon. Voilà. En 95, donc le lien, c'est faire ça, c'est faire une Europe européenne, l'Europe gaulienne. Si vous me permettez, juste une incise. C'est en 95, comme d'ailleurs en 2001 sur les euro-ricains, il n'y a pas encore la Russie, parce que la Russie, on sait dans quel marasme l'a plongé à ce moment-là Yeltsin. Donc, dans votre pensée, vous allez intégrer Moscou avec votre livre La Nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou. Exact. En 2008. C'est d'ailleurs, on est en 2008. Exactement. Moi, je me souviens de vous, d'ailleurs, à cette époque. C'est à ce moment-là que j'entends parler de vous avec Yvan Blot sur ce livre, et puis les livres qui vont suivre. Cher ami Yvan Blot, je tiens à le dire. Une grande perte pour nous, et j'en parle avec émotion. Exactement. Donc, dans les euro-ricains, en effet, comme la Nouvelle Europe de Charlemagne, on sent en effet chez vous, et ça va totalement retentir sur notre faux ami l'Amérique, cet anti-américanisme dont vous ne vous cachez même pas, d'ailleurs. Ah non, c'est que les choses sont claires. Et je dis même, je vais plus loin parce que je suis un pragmatique. C'est ce que j'apporte dans le monde géopolitique. C'est peut-être mon expérience de chef d'entreprise, de réalisme. Ouais. Et aussi mon parler vrai. C'est pour ça que je suis incapable de faire la politique. Parce que je suis un homme qui parle vrai. Je peux faire de la métapolitique. Vous dites que je réponds pas aux questions. Alors ça, c'est peut-être un travers. Je pense pas que ce soit un de mes travers fondamentaux. Voilà. C'est l'impression que j'ai eue cette fois-ci. Oui, voilà. Alors je me suis planté un tout petit peu peut-être pour votre présentation. J'espère que par la suite vous allez voir. Au contraire, je réponds le mieux possible aux questions. Je n'essaye pas du tout de détourner. Je ne pratique pas l'art de plaire. Même dans l'entreprise, ça m'a même coûté. Pour une question d'honneur, je dis bien. J'en fais un point d'honneur. Il n'y a aucune forme de séduction dans l'entreprise. J'ai raté la présidence, je le dis avec humilité, de la présidence d'une grande société du CAC 40 pour une question d'honneur, je dis bien d'honneur, hein, exclusivement d'honneur, alors que j'étais tout fait pour être le président de ce grand groupe côté au CAC 40. L'honneur n'empêche pas l'amitié, ni les bonnes relations mais à un moment entre donné, les êtres. C'était mon honneur, et alors que tout me tendait les bras, eh bien, j'ai quitté un groupe alors qu'on m'a demandé de revenir. On avait porté atteinte à mon honneur. Bon, j'étais jeune à l'époque. J'ai pris cette décision. C'était plus fort que moi. C'était comme ça. On m'avait sali et d'une façon stupide. Un garçon qui avait été embauché près de l'humeur du groupe, à un moment donné, on vous fait un sale coup, peut-être un coup monté. Moi, je n'ai pas résisté à ça. Voilà l'homme que je suis. Mais donc, comment voulez-vous faire de la politique dans ces conditions? C'est impossible. L'honneur, Marc Rousset, c'est la chevalerie, c'est la courtoisie. Oui. Parce que derrière la courtoisie, c'est pas seulement une vertu mièvre, la courtoisie. Au contraire, c'est une vertu chevaleresque. Exactement. Où il y a cet honneur, bien sûr. cette force et honneur. J'ai écrit un livre sur l'héroïsme. Je sais. Je tiens à le dire. Comme Yvan Blot, d'ailleurs. Je suis le plus fier. Je suis fier de deux livres. C'est ce Adieu l'argent roi, c'est qui m'a demandé 10 ans, je dis bien. Je n'ai pas fait normal sup, parce que c'est un livre d'essence littéraire, celui-là. Je me suis surpassé. Et alors, je tiens à le dire. Mais alors, Adieu l'argent roi, on en est loin de lui dire adieu. Bien sûr. Mais je me suis surpassé dans ce livre, et justement, le livre n'a pas connu le succès qu'il aurait dû. Et je dis bien avec humilité, j'ai pas voulu que ce livre, qui peut changer même la face du monde, je vais pas le dire, quitte à paraître pour un prétentieux, j'ai pas voulu que ce livre passe à la trappe.
Et c'est pour ça, cher ami, que dès le départ, alors que c'était même pas certain, j'étais même pas encore numéro 1 des ventes sur Amazon, c'était pas certain mon affaire, eh bien j'ai voulu, non pas comme un orgueilleux, comme un prétentieux, si vous permettez-moi l'expression, comme un péteux, parler de best-seller mondial. C'est un peu fou, c'est même un peu suicidaire, mais pour donner toutes ses chances à ce livre, je n'ai pas hésité à prendre ce risque, et aujourd'hui, quand même, je suis numéro 1 des ventes très souvent sur Amazon, donc ça montre, en étant boycotté par tous les grands médias, le livre, c'est un livre qui va exploser, j'espère qu'il va exploser même lors de... Mais il faut faire des bonnes émissions pour que ça explose. Lors de bonnes émissions, lors d'une grande émission médiatique qui sera organisée à Moscou, nous verrons, voilà où j'en suis. Il ne faut jamais vendre le pot de l'ours, surtout si les Russes avant d'avoir tué. Vous avez de bonnes relations avec Éric Branca qui a écrit Bien sûr, L'Ami on a américain. fait une émission ensemble. J'ai vu. Avec Irina Dubois. Ouais. Voilà, alors d'ailleurs, je l'ai cité, et il a fait un livre excellent. Et il était tellement excellent que j'en ai fait... Historique. Ah voilà. J'insiste sur mon livre, donc je n'ai pas hésité à dire, il faut, avec humilité, prendre les principaux passages fondamentaux du livre de Branca. J'en ai fait un chapitre d'une dizaine de pages, parce qu'il est tellement excellent ce livre, mais il représente 1/34e de mon ouvrage. Or ce livre, c'est un livre géopolitique, donc le livre de Branca est parfait en tant que livre historique, mais si vous voulez, c'est 1/34e de ce qu'apporte mon livre, parce que lui, il est géopolitique et branché de l'introduction, conclusion, sur 34 chapitres. Et ça fait 35 avec l'introduction, n'est-ce pas? Donc c'est un livre qui apporte sur le plan des idées beaucoup plus sur le plan géopolitique, puis c'est un livre géopolitique. Alors que Branca, il apporte sa richesse historique sur un domaine particulier, qui est la guerre de 30 ans du général de Gaulle contre l'Amérique. C'est ça. Marc Rousset, on revient sur les euro-ricains et sur finalement l'élément pivot de cet ouvrage, et d'ailleurs qui restera identique dans notre faux ami l'Amérique, c'est finalement la position d'Hamlet. Être ou ne pas être. Exactement. Être ou ne pas être européen ou américain. Voilà. C'est comme s'il y avait ce choix. Ah, oui. Et être ou ne pas être, on voit bien que être américain pour un Européen, c'est le néant. Exactement. Est-ce qu'on est un homme d'argent ou est-ce qu'on est un homme de pensée, hein? Vous savez, je cite, ça vient de moi, bon, d'autres ont dû y penser avant moi, hein. C'est l'américain, je simplifie, mais je ne l'ai jamais lu ça, mais enfin, j'ai, donc je suis, et pour moi, un Européen, c'est je pense et j'agis. Je tiens à dire aussi, Bergson disait « je pense », mais moi c'est « je pense et j'agis », parce que je suis un homme d'action. Or, c'est le défaut français qui n'agit pas assez. L'énergie vitale de Bergsonienne, justement. Donc je suis. Voilà ce qui est très gaulien, d'ailleurs. C'est très gaulien. Mais je tiens aussi sur le « j'agis ». La plume et l'épée. Voilà, la plume et l'épée, parce que le défaut français, c'est de trop parler et de ne rien faire. Voilà. Et de s'écouter parler aussi. Sur l'héroïsme, on peut parler quand même, et c'est vrai on sent que cette Europe, au travers ces mythes déjà, d'Européens, grecs et romains, il y a le héros grec, oui. Le demi-dieu, Héraclès, c'est Hercule et ses 10 travaux, et puis de toute façon cet aspect héroïque de l'homme, et dans cette condition mortelle, dans ce tragique. Et d'ailleurs, Blot rappelait la nécessité et ce qu'on a oublié aujourd'hui, le tragique. D'ailleurs, on ne vit plus de tragique. Au pire ou au mieux, c'est un simple drame. Cet héroïsme, on le trouve aussi aux États-Unis. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous pensez de cet attentat manqué contre Donald Trump, et vraiment la figure du héros. Est-ce que est-ce qu'au moins, ça ne serait pas, même si, comme vous, je partage une grande méfiance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, indéniablement, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques éléments qui nous rapprochent, tels que la valeur de l'héroïsme, la vertu de l'héroïsme? Bien sûr. Finalement, le combat que nous avons en France, avec les forces de droite et les forces patriotes qui souhaitent prendre le pouvoir, et ce que souhaite faire Trump, pour moi, bon, là je suis pas original, c'est peut-être pas assez souligné, mais c'est le même combat. Oui. Voilà. Donc le problème, ce que je tiens à dire, donc Trump de ce point de vue-là, et on voit bien son attitude certainement pour la guerre en Ukraine, de faire des guerres stupides en Irak et en Afghanistan, mais par contre, ce qu'on aura avec Trump, c'est qu'on aura un vrai patriote avec un protectionnisme coton. Voyez-vous, il veut faire payer tout le monde, l'Europe, Taïwan, ça sera pas une petite promenade
avec Trump. On aura avec nous, alors, un vrai un impérialisme, mais humain, naturel, que je ne reprocherai pas, parce que là, ce sera la puissance américaine qui essaiera de faire payer les Européens. Donc, sur le plan idéologique... et on devra se réarmer, nous aussi. Mais on doit se réarmer, mais en même temps, nous devons... Et donc, à ce moment-là, l'Amérique, paradoxalement, retrouvera une grande partie de ses valeurs traditionnelles européennes. N'oublions pas que l'Amérique, en 1950, l'Amérique qui était respectée, l'Amérique qui était tout autre chose, était une Amérique conservatrice. Absolument. En 1950, pour la grandeur de l'Amérique, sous Eisenhower, etc., c'est des gens qui sont quand même... tout le monde sait que les Américains ne sont pas venus nous libérer, hein, ils sont venus pour nous occuper, hein, le fameux Amgot. Mais enfin, quand même, les milliers de gars qui ont débarqué en Normandie, il fallait y aller, hein, parce qu'il y en a la moitié qui était... ça c'était pas dans les films, mais la moitié, ils tombaient par terre. Donc, si vous voulez, toute cette Amérique dont les racines européennes, la victoire de Trump, c'est une victoire de l'européanité en tant que telle. Mais nous, Européens, nous devons non seulement retrouver les valeurs comme l'Amérique, mais géostratégiquement, et c'est là où mon livre, je pense, apporte quelque chose, c'est notre avenir géostratégique passe par le rapprochement avec la Russie, et non pas avec l'Amérique, car l'océan Atlantique nous sépare. Et ça va arriver quand l'Amérique va retrouver, quand la Russie va retrouver, j'aime pas dire leadership sur Radio Courtoisie, mais en tout cas une verticalité du pouvoir. Et ça, c'est Poutine qui va ramener cela. Bien sûr. Et à ce moment-là, puisque vous êtes en effet, Marc Rousset, un homme réel qui pensait à partir des réalités et non pas à partir des fantasmes, à partir du ciel des idées, va apparaître dans vos ouvrages Moscou, la nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou, mais c'est après l'an 2000, c'est en 2005, 2006, où vous voyez en effet qu'à l'Est, il y a un espoir qui semble naître. Je tiens à dire très clairement, je n'ai aucun intérêt quelconque. Ma seule motivation, chers auditeurs, c'est l'intérêt de la France. Et lorsque les Russes, je les ai en face de moi, l'ambassade de Russie à Paris peut m'écouter, je leur dis la même chose. C'est un patriote français qui a écrit un livre qui souhaite le rapprochement avec la Russie, non pas parce que je suis un pro-Poutine inconditionnel, je pense que Poutine est un grand homme, objectivement, pour la Russie, mais s'il serait un grand homme pour la Russie, s'il devait combattre la France, je combattrais Poutine, les choses sont très claires. Donc, je dis bien, l'intérêt... Même la France de Macron. Pardon ? Vous défendriez la France de Macron actuelle ? Ah ben certainement pas. Cette France-là, c'est la France décadente, c'est la France rêveuse des petits technocrates, parce qu'il a supprimé l'ENA pour avoir comme faire bon valoir Macron. Mais c'est le technocrate stupide, abstrait, dangereux, typique. Macron, il représente toutes les faiblesses. Je dis ça avec humilité, puisque j'ai un fils qui est passé par l'ENA. Moi, je ne suis pas passé par là. Donc, je sais, c'est une autre voie. Une autre très belle voie. Oui, c'est une autre voie. Bon, et puis aussi, je tiens à le dire, docteur d'État en économie, si je n'étais pas docteur d'État en économie, je ne serais pas ce que je suis. Parce que c'est l'université française et c'est le doctorat d'État, sans aucun équivalent, je ne serais jamais devenu géopoliticien si je n'étais pas docteur d'État en économie. Oui, parce que merci l'université. La géopolitique et l'économie vont de pair. Oui, il y avait Histoire de la pensée économique en 3e année avec Denis, vous voyez, même s'il était marxiste, mais ça m'a apporté dans mon être, je buvais déjà ça comme du petit lait, quoi. Donc j'ai adoré mes études de sciences éco, quoi. Mais donc ça doit justement remettre tout le poids de l'économique, de la géographie et de la géographie économique dans la géopolitique, alors qu'on a l'impression aujourd'hui, avec les énarques, mais pas seulement, avec les néoconservateurs, qu'en fait, il n'y a pour certains que de l'économie, mais c'est fortement caché, ou chez nos idiots utiles d'Européens, le ciel des idées, la démocratie, les droits de l'homme. Alors on sait que ce qui peut se cacher derrière, on n'est pas naïf avec les Américains, mais en Europe, on a l'impression que réellement on va faire la guerre pour la démocratie.
Oui. Parfois. Alors, vous savez, pour corroborer, il y a deux idées, j'espère qu'elles vont me revenir à la tête en vous écoutant. C'est que, pour l'histoire, d'abord, on peut dire que c'est vraiment un très grand dommage. Pour entrer à l'ENA, tout le monde doit parler anglais, c'est un vrai scandale. Ouais. Et puis ensuite, ces gens-là n'apprennent pas l'histoire. L'histoire n'existe pas. Et puis, vous connaissez, je crois que c'est le gars qui était à la fin du 19e siècle, j'oublie son nom, qui disait, ou qui est-ce qui a dit ça, c'est avec toutes leurs âneries, avec toutes leurs interventions militaires partout dans le monde, c'est un moyen pour les Américains d'apprendre la géographie. Ah oui, alors ça c'est sûr. Voilà. C'est une façon de répondre à votre remarque. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas la géographie. Ils ne connaissent pas la géographie. Alors, lorsqu'on arrive au milieu de secrétaire d'État, là, il commence un peu, même si Macron pensait que la Guyane c'était une île, ça montre quand même que c'est quand même assez dangereux, quoi. C'est un garçon. On sent bien que Macron ne connaît pas l'histoire de France. Et ça, c'est une lacune terrible. Et c'est pour ça qu'il réagit comme cela. C'est vraiment le produit technocratique d'une école qui pratique l'art de plaire, où justement ces qualités viriles d'homme à l'ENA ne sont plus enseignées. Et vous savez que chez le personnage, ce qu'il ne connaît pas n'existe pas. Ça, c'est son narcissisme. S'il ne connaît pas, ça n'existe pas. Il ne connaît pas la culture française, il n'y a pas de culture française. Ça, c'est ça qui est encore plus dangereux chez un personnage. Ah oui, c'est ça. C'est l'homme, c'est le young leader type vendu à l'Amérique, qui fait des dégâts terribles. Moi, ce que je pardonne pas, moi, il y a deux choses que j'aime pas. Le problème de l'immigration, parce que ça peut être irréversible pour notre peuple, c'est déjà très dangereux où nous en sommes. Et puis quand même, c'est comme le président de la République française qui aura institué avec von der Leyen, avec son accord, lorsqu'il était président du Conseil de l'Europe, il n'a pas fait un mot, qui aura institué définitivement l'anglo-américain à Bruxelles, le président de la République française, alors que Gérald de Gaulle se battait pour mettre des E à Concorde. C'est une honte absolue. D'ailleurs, pour moi, alors que l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Alors qu'on avait une chance unique avec mon ami Albert Salon, d'ailleurs, il m'a fait l'honneur sur cette... Mais c'est une monstruosité. On avait une chance unique de rétablir le français, et vous avez vous voyez ce que je veux dire, la première lettre commence par un C, je ne veux pas aller plus loin. Non, mais j'en dis pas plus, n'est-ce pas, qui commet des choses, qui commet des choses comme ça. C'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. De vendre Alstom, on peut en parler, mais de la langue, de laisser un pays s'envahir d'une façon avec plus de 500 000 personnes au bout d'un certain temps, c'est un acte de haute trahison. Alors on ne parle pas sur Radio Courtoisie d'invasion, on parle de submersion. C'est la jurisprudence. Voilà, mais disons qu'on en arrive à un point qui est quand même très dangereux, quoi. Voilà, qui représente un danger mortel pour un peuple, qui est irréversible. Voilà. Alors employons les termes qu'il faut pour répondre, si vous voulez, aux contraintes du moment. Je ne suis pas du tout, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais quand même, les faits sont là, et c'est quand même la mort dans l'âme qu'on voit des choses comme ça, qu'un élève, non pas de l'ENA, mais avec un simple certificat d'études des années 50, toute personne de bon sens dirait halte là, quoi. Halte là de faire des choses aussi criminelles. Nos petits-enfants, un jour d'ailleurs, vous verrez, ce sera comme, je dis bien, ce qui se passe pour l'immigration, c'est le combat que j'ai mené en tant qu'économiste pendant 50 ans contre le libre-échange. Pendant 50 ans, je me suis battu... Là, déjà, les hommes ne sont pas des marchandises. Oui, non, mais c'était le dogme du libre-échange, c'était pareil. On niait les réalités. J'étais un des premiers, j'étais même pas encore docteur d'État en économie, à dire que le libre-échange, c'est une folie. Maintenant, tout le monde reconnaît. Mais j'ai connu ça. Et je dis bien, c'est la même personne qui a connu ça dans sa chair pendant 50 ans, où on me parlait toujours cette fameuse imbécilité de la ligne de Maginot. La ligne Maginot, c'est une excellente chose. Il suffisait de la prolonger jusqu'à Dunkerque. Or, pendant 50 ans, tout le monde a passé à nous dire, mais monsieur, vous regardez ce qui s'est passé à la ligne Maginot. La ligne Maginot a très bien fonctionné. Les Allemands ne sont pas passés par la ligne Maginot. Ils avaient la ligne Siegfried. Voilà. Moi, je vous confirme, en tout cas, après Sciences Po, préparant l'ENA, que tous les énarques, entre autres de la direction de la prévision, étaient tous systématiquement libre-échangistes et ostentaient 2-3 prix Nobel, faisaient des équations comme s'ils connaissaient les mathématiques. On sent bien que ce n'était pas le cas. Il y a ça aussi, cet aspect même très concret. Quelqu'un qui a fait HEC, c'est quelqu'un qui a quand même, au niveau mathématique, statistique, un certain niveau. Oui. Les énarques, c'est 0 aussi. Ah, oui. Et ça, c'est souvent ennuyeux. Et vous avez... Alors ça, c'est une idée aussi qui m'est chère, je dis bien. Pour moi, un homme qui soit dirigeant, il doit avoir
il doit pas avoir de lacunes en mathématiques. Parce que les mathématiques, alors moi j'étais pas capable, je dis bien avec humilité, j'étais pas capable de rentrer à Polytechnique. Les mathématiques trop abstraites, il y a des gens beaucoup plus doués que moi, je dis ça avec humilité. Le niveau d'HEC me convenait parfaitement. C'est déjà pas mauvais. C'est déjà pas mauvais. Mais si on n'a pas le minimum d'esprit mathématique, il manque quelque chose à l'individu. Voilà. Or, un garçon comme vous voyez notre président actuel, je ne sais pas du tout. Il s'est fait son seul échec, ça a été normal sup, mais c'était normal sup lettres. Hein. C'était pas normal sup sciences qu'il a voulu passer. Hein. Voilà. Je dis ça. Donc, et cette idée. Et finalement, quelqu'un qui, avec un bon certificat d'études, qui pratique quelques équations plus primaires, avec du bon sens, peut faire paradoxalement un bien meilleur dirigeant que quelqu'un qui rêve et qui se laisse emprunter par ce jeu intellectuel et surtout par cette idéologie. Parce qu'en fait, le problème est clair. Il m'a fallu du temps avant de réaliser cela. On dit, mais c'est monstrueux ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui ont comme idéologie de nous détruire. Les choses sont très claires. C'est l'idéologie libérale pour détruire les nations. La commission trilatérale aux États-Unis, le soft power américain, ça repose sur deux choses. Sur le plan intellectuel, c'est la commission trilatérale. C'est 500 personnes qui sont le cerveau de départ, fondé par Kissinger dans les années 70. Voilà. Et puis vous avez tous les secrétaires d'État qui répondent la bonne parole par le New York Times et par le Washington Post, n'est-ce pas? Voilà, donc et tout ça, c'est fait pourquoi? C'est instauré. Il n'y en a qu'un qui a le droit d'avoir la force militaire et d'avoir la suprématie partout. C'est les États-Unis qui peuvent intervenir partout au nom de cette soi-disant idéologie. En fait, c'est l'impérialisme américain. Et tous les autres, ils doivent pratiquer le libéralisme suicidaire qui fait que nous avons perdu toute notre industrie, l'Amérique aussi, en grande partie. Voilà, c'est vrai, là, je rejoins votre question. Le combat de Trump, par certains côtés, rejoint le combat des forces traditionnelles et patriotes en Europe pour accéder de nouveau au pouvoir. C'est ça, exactement. Alors, dans cette nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou, qui ensuite donnera comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie, voilà. On va arriver sur la France, mais d'abord, donc, il y a cette ouverture à l'Est, tout en sachant, on l'a bien compris, que vous êtes un patriote français. Un axe Paris-Berlin-Moscou, est-ce qu'il n'y a pas un élément de trop? Est-ce que vous croyez qu'on peut avoir les trois en même temps? Ou bien, parce que d'ailleurs on dit, alors c'est vrai qu'on parle de l'axe Paris-Berlin-Moscou, mais on parle aussi beaucoup de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Ça, c'était le général de Gaulle. D'autres parlent de Brest à Vladivostok. On est sur une capitale française et l'autre plutôt russe. Est-ce que ça peut se faire? Ah oui, non, mais alors, c'est très clair. Et justement, c'est là où mon livre apporte énormément, je dis bien avec humilité. Dans l'histoire de l'Europe, ça n'a jamais vraiment mais justement, mon livre est un ouvrage, j'espère que ce sera un best-seller mondial, parce que il va être traduit en russe dès la fin de l'année, mais il sera traduit en toutes les langues, les choses sont très claires. Et alors j'insiste beaucoup, parce que c'est un des thèmes fondamentaux de mon ouvrage. Fondamentaux. Alors, il ne faut pas que je me laisse emporter par ces idées, parce que ça bouillonne, ce livre, c'est une... Mais la première idée, c'est par rapport à De Gaulle. Et pourquoi De Gaulle parlait de l'Atlantique à l'Oural? Je crois qu'il a été une seule fois à Novosibirsk, De Gaulle. Mais il était conscient quand même de l'extension de la Sibérie. C'est que justement, c'est une première idée. Et puis après, il y en a une deuxième, j'espère que je ne l'oublierai pas au passage. Sinon, la première idée, c'est que l'enjeu européen, la Russie est plus menacée même civilisationnellement que l'Europe. La Russie n'est pas une menace pour l'Europe, puisqu'elle-même est civilisationnellement très menacée. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Elle est menacée par l'Asie, par l'islam. Il faut savoir que Kazan a été musulman en même temps que la Russie devenait orthodoxe. Vous avez eu les pays en Gustave Adolphe en 1709, etc. Vous avez Hitler et Napoléon à l'ouest. C'est tout le drame de la Russie. Poutine a bien compris ça avec le nombre. Vous avez 140 millions d'habitants aujourd'hui dans un pays qui est soit 40 fois si vous prenez l'Hexagone, soit 26 fois si vous prenez les puissances d'outre-mer, 26 fois plus grand que la France ou 40 fois plus grand que la France. Donc, les choses sont claires. C'est que nous, les Européens, les Russes et... Même si nous, Français, on est au fond du trou en ce moment, la Russie est civilisationnellement encore plus menacée que nous, même si aujourd'hui, elle est au fait de sa puissance. C'est un empire, la Russie.
qui n'emporte pas. Non, n'oublions pas. Donc, il faut que nous, l'Européen, on se considère comme l'interland de la Russie pour aider, et ça c'est qui est fondamental, c'est l'idée qu'apporte mon ouvrage, pour aider la Russie à garder la Sibérie, qui est plus grande que les États-Unis, sous contrôle européen. Vladivostok, vous savez qu'un Coréen, lorsqu'il prend son avion à Séoul, la publicité, c'est l'Europe à 2 heures de Séoul. Vladivostok, vous êtes en Europe, n'est-ce pas? Alors ça, c'est la première, première idée de l'enjeu géographique, géostratégique. Voilà, on est dans le même bateau. Et la deuxième idée, c'est que c'est géostratégique, c'est que l'océan Atlantique sépare l'Amérique de l'Europe, alors que la Russie est notre voisin, la Russie avec ses richesses minières, etc. Et une deuxième idée, je la sors avant que j'oublie. Excusez-moi si je suis un peu plus long, cher Nicolas, parce que c'est une idée importante. Et j'espère qu'elle ne va pas quitter mon esprit. Voyez, je la tiens et je ne veux pas qu'elle me quitte. C'est ce qu'a dit notre ami Dominique Vénère, que j'étais ami avec Dominique Vénère, qui avait loué d'ailleurs le livre Il est toujours de ce monde en 2008. Il m'avait écrit un petit mot, ce qui m'avait aussi beaucoup touché, un peu comme Yvan Blot, avec ce livre de 2008 qui est un livre pionnier, un livre de recherche. Et finalement, Dominique Vénère, au retour de sa guerre d'Algérie, qu'est-ce qu'il a c'était ça qu'il a dit. Son message fondamental, c'était, eh bien, nous, vous savez ce qu'a dit l'amiral Darlan en 1942, il a dit un truc extraordinaire que je cite aussi dans la conclusion de mon livre. La France sans l'Empire, c'est rien. L'Empire sans la France, ce n'est rien non plus. C'est que Vénère a fait ce même diagnostic à la fin de la guerre d'Algérie. On avait perdu toutes ces grandes étendues du Sahara, etc. Il a dit, ben, nous, Européens, il faut qu'on regarde à l'Est pour retrouver une raison d'espérer. Nous allons retrouver la petitesse hexagonale dont a parlé Ortega y Gasset en 1937. Donc, nous allons vers l'Est, rapprochons-nous de la Russie. Et ce livre, finalement, d'une autre façon, d'un livre beaucoup plus économique, Vénère lui parlait toujours de l'Iliade, de l'Odyssée. C'était des livres basés sur un monde d'idées, de l'héroïsme, comme vous l'avez souligné. Sur les légendes, j'ai lu les mythes structures. J'adorais Vénère. Le livre, le mien, il est plus géoéconomique, géopolitique, très synthétique. Vénère, c'était l'homme très philosophe finalement, hein, l'homme de pensée. Moi, j'ai pas honte de le dire, c'est un livre de synthèse de la pensée de plusieurs géopoliticiens. Il y a un côté vous parlez duquel? Vous parlez de quel livre? De quel livre vous parlez là? Là, je suis à la synthèse. Je suis en train de dire de ce qui m'a mené au départ, pourquoi j'ai écrit en 2008 ce qui est un livre pionnier, La Nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou. Voilà. Et là, j'ai fait le saut, après les livres de temps, et j'arrive directement à mon livre. Mais ça, je vais le diriger, l'entretien. En un mot, en 2008, j'étais un livre pionnier, La Nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou, préfacé par Yuri Rubinsky. C'est là d'ailleurs où je me suis rapproché d'Yvan Blot, on peut dire, et où j'ai fait votre connaissance, cher Nicolas, comme vous l'avez remarqué. Et puis ensuite, j'ai écrit un livre, qui est un livre, un effort littéraire dans ma vie, où là je me suis surpassé, parce que comme je vous disais, je suis un petit HEC, je suis un économiste, un homme d'action. Hein, je vous dis, hein, j'étais même plus à l'aise pour diriger des grandes entreprises. J'étais plus fait ça que pour créer des livres. Écrire ce livre demandait un effort bien plus grand pour moi que de diriger des boîtes pour le grand groupe que je ne veux pas nommer, n'est-ce pas? Et alors cet effort littéraire? Je l'ai fait par étapes. Et c'est ça qui caractérise mon ouvrage, ce que je suis, c'est que j'ai construit autour d'un thème d'une façon inconsciente. Vous l'avez remarqué, les Euroricains, Paris, Berlin, Moscou, La Nouvelle Europe, Charlemagne. Et à un certain moment... Il y a une ligne directrice, en tout cas. Voilà, le livre sur l'héroïsme, le livre ensuite sur... où je me suis planté un peu d'ailleurs, parce que je me suis planté, c'était un succès intellectuel, c'était l'avant-dernier, où là j'ai écrit Comment sauver la France pour une Europe des États avec les nations, voyez-vous. Et là, l'Europe des nations. Oui, mais j'ai parlé de deux thèmes. Un thème économique, qui, à mon avis... Alors, ce qui est un paradoxe d'ailleurs, chers auditeurs, c'est que maintenant que ce livre connaît le succès, que c'est le numéro 1 des ventes sur Amazon avec le faux ami l'Amérique,
paradoxalement, c'est les libraires qui disent ça. Mais où est-ce que vous êtes planté? Parce que j'ai visé deux perdants à la fois. Écoutez-moi, regardez. Je vous écoute. À un moment donné, vous écrivez « Quitter l'OTAN, constituer un pôle de défense indépendant, mettre fin au libre-échange mondialiste et à l'immigration extra-européenne, s'opposer à l'hégémonie de l'anglo-américain, autant d'idées forces qui traversent cet essai engagé. » Il n'y a rien à redire à cela. Je me suis mal exprimé. Je ne me suis pas du tout planté sur le fond. Le livre avait une valeur équivalente à ce livre, parce que ce sont deux livres complémentaires finalement. En fait, j'aurais dû écrire le livre après. Mais où je me suis planté, c'est médiatiquement. C'est que j'ai voulu passer deux messages, et c'est pour ça que c'était deux messages en même temps. Je suis chasseur, il ne faut jamais tirer sur deux perdreaux à la fois, parce que bien sûr, vous les ratez tous les deux. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, voyez-vous, cher Nicolas. Alors que cette fois-ci, j'ai rectifié le tir en faisant un livre simpliste. J'ai laissé tomber tous les thèmes de redressement économique, le chapitre de l'immigration, et je me suis concentré sur les thèmes un titre très simple, en deux titres. Un, pourquoi l'Amérique, depuis 1776, pour nous Européens, ça nous a coûté pas mal. Et puis deux, pourquoi il faut se rapprocher de la Russie. Voilà. Exactement. Alors, comment sauver la France, justement? Ça, c'est aussi un élément essentiel, parce que vous le dites, la France, elle est en train de mourir, comme les autres nations européennes, dans cette immense prison des peuples, qu'est l'Union européenne. Et elle ne peut revivre que, entre autres, en tendant la main à la Russie. Alors, je dis bien, c'est l'homme, parce que si vous voulez, avant d'être le fameux président du CAC 40, que je ne suis pas devenu pour une question d'honneur, j'étais, et je suis toujours resté, un directeur de société moyenne, un directeur des divisions, etc. Et un de mes plus grands succès, c'est dans ce fameux groupe dont j'ai raté la présidence, c'est que ça a été vidi vici. On m'avait donné une division à redresser. Ça a été... ils n'avaient jamais vu ça dans le groupe. Avant, j'étais directeur dans la chimie au Brésil, où j'avais déjà redressé. Là, je suis arrivé dans un groupe nouveau. Ça a été un truc extraordinaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que les portes de la présidence m'étaient ouvertes. Voilà. Et qu'est-ce que je faisais? Parce que je suis un homme réaliste, et je suis vraiment un homme de redressement. Donc, des idées simples. Et c'est ces idées simples, je me rappelle, alors elles me quittent, mais il y avait 3 idées forces, à un moment donné, qui étaient dans ce livre, Comment sauver la France, et chez Nicolas, on en reparlait sur vos antennes, et qui étaient très simples, et qui doivent interpeller les auditeurs pour qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment. Alors, parce que je peux vous dire que si j'étais aux manettes, moi, la France, je la redresserais, vous verrez que ça traînerait pas. Alors, il y a 3 trucs très simples. La première idée, la première chose à faire, c'est l'immigration, qui nous coûte, compte tenu de tous les grands travaux qui ont été faits sur Polémia, etc., à peu près 83 milliards d'euros. L'immigration l'immigration extra-européenne. Comment on dit? La submersion migratoire. La submersion, je tiens à dire, je parle de submersion migratoire, vous entendez bien, chers auditeurs, qu'on ne me fasse pas un procès. Submersion migratoire, vous voyez, je rétracte mes paroles, je dis bien, je parle que de submersion, vous entendez bien, on est bien d'accord. Alors, première idée, donc, c'est combattre cette submersion migratoire qui nous coûte un argent fou. Voilà. Deuxième idée, et les gens n'en parlent pas, c'est le nombre de fonctionnaires. Alors, ça déplaît. Moi, il faut la retraite à 65 ans. Tous les gens qui vous parlent d'une retraite à moins de 65 ans sont des rigolos. Je m'excuse. Le RN, avec sa retraite à 60 ans, c'est pas sérieux. C'est 65 ans et 2 millions de fonctionnaires en trop. Ça, Agnès Verdier-Molinier l'a dit, elle écrit des trucs très très bien sur ce plan-là, et j'ai repris ses travaux. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est justement, c'est la retraite, ne pas faire de blagues, et bien garder une retraite au minimum de 65 ans, sinon on ne peut pas s'en sortir. Ce sont les 3 premières choses à faire. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est la même personne qui vous parle, qui a redressé des groupes, des divisions, et je me suis jamais planté sur les résultats. Parce que j'étais passé j'avais une très forte formation, je tiens à me dire, et je suis passé par l'école Michelin, on m'avait appris d'aller au fait et de voir les réalités. Donc voilà ce qu'il faut faire. Or, vous écoutez tous les gens qui vous parlent, ce sont des technocrates. Moi, je ne vous parlerai pas plus long, mais si j'arrivais au pouvoir, voilà ce que je ferais pour prendre le truc en main. Voilà. Merci beaucoup, Marc Rousset. On va se retrouver tout de suite après ce très court bobino, chers auditeurs.
Auditeurs, vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie, émission préalablement enregistrée, mais vous voyez, elle se fait dans les conditions du direct, avec tout l'aspect tonique que nous pouvons ressentir à écouter Marc Rousset, qui est notre invité du jour et dont je rappelle le livre pour lequel nous l'invitons particulièrement aujourd'hui, mais aussi sur l'ensemble de son œuvre, ce livre, Notre faux ami l'Amérique, pour une alliance avec la Russie, et la préface du vice-président, je crois, de la Douma, Piotr Tolstoï. Arrière-petit-fils de Léon Tolstoï. Arrière-petit-fils de Léon Tolstoï. Alors, je fais venir aussi de temps en temps, dans une toute autre émission plutôt liée aux arts, un autre de ses arrière-petits-fils, lui photographe. C'est une grande famille, les Tolstoï. Ah oui, bien sûr. Guerre et paix. On a l'impression, parfois, peut-être que c'est le moment d'en parler, d'aller sur l'actualité géopolitique, que nous sommes avec la Russie, avec lequel il faudrait pourtant travailler ensemble, tendre la main, plus proche de la guerre aujourd'hui que de la paix. Bien sûr. D'ailleurs, ça fait partie de mes grandes idées de la paix. Pour moi, ce qu'il faut, et c'est d'ailleurs ce que ce livre, il est là. Il souhaite la paix, non seulement la paix avec la Russie, mais le rapprochement avec la Russie. Pour des raisons très simples, chers auditeurs. C'est que la Russie est notre voisin. La Russie, c'est 20% des richesses minières dans le monde. La Russie, pour faire un tout petit peu de géopolitique, un tout petit peu abstraite, c'était ce que j'avais fait en 2008, pour résumer les choses. Nous avons la chance, les Européens, d'être dans ce que Mackinder appelait l'île du monde, the World Island. Et imaginez que si on se rapproche avec la Russie, nous retrouvons la situation géopolitique rêvée de l'Amérique, qui, vous savez, l'Amérique se prétend comme étant l'île du monde, hein, vous savez, selon Mackinder, vous avez Heartland. Voilà, le Heartland, l'île centrale, disons, et puis vous avez deux îles périphériques qui sont l'Amérique et puis l'Australie. Eh bien, nous, Européens, nous aurions aussi, avec le Pacifique à l'est, et donc l'avantage stratégique de l'Amérique et l'océan Atlantique à l'ouest. Mais nous aurions en plus l'ouverture sur l'Arctique que n'a pas l'Amérique, puisque l'Arctique, elle devient de plus en plus navigable. Voilà, nous aurions en plus ce que nous apporterait donc toutes ces richesses minières. L'Arctique qui représente non seulement des voies de plus en plus navigables, mais vous savez que l'Extrême-Orient, Vladivostok, actuellement, la Sibérie doit être considérée comme le Far Est de l'Europe, n'est-ce pas? Poutine, il parle et dit on pourrait mettre 500 millions d'Européens dans la Russie. Or, il y a un développement colossal qui est en train de se faire. Vous avez le train, le Transbaïkal, c'est la première ligne fréquentée au monde. Les investissements. Et puis, alors, ce qui va se passer, c'est que le Vladivostok va devenir le Hong Kong du 21e siècle, parce que toutes ces richesses pétrolières, gazières de l'Arctique, et le gaz naturel liquéfié va descendre de l'Arctique et va passer par Vladivostok, qui va être un centre de stockage. Cette Russie, donc, elle va se développer énormément du côté de Vladivostok, du lac Baïkal, du côté de la frontière avec la Chine. Et puis, elle nous apporte aussi, n'oublions pas, ces nouvelles voies que la Russie est en train d'ouvrir par la Caspienne. Oui. Avec Astrakhan, vous prenez, il y a des voies ferrées qui sont construites actuellement. Vous prenez un bateau avec des conteneurs que vous transbordez vous arrivez en Iran. Oui, mais ça, c'est les routes de la soie. Oui, c'est une nouvelle route, donc il n'est pas spécifiquement une route de la soie, qui est raccourcir la route du canal de Suez. Il faut à peu près 15-20 jours de Saint-Pétersbourg pour arriver à New Delhi en pensant cette voie, alors que si vous passez par le canal de Suez, il vous faut 30 ou 35 jours, voyez-vous. Voilà, par la voie maritime. Voilà ce que nous apporte cette sacrée Russie. Une exposition sur le monde. Pour que vous compreniez que la Russie, c'est deux idées géopolitiques que je tiens à dire. Pourquoi il faut qu'on se rapproche? La Russie, elle a un intérêt démographique et un intérêt géopolitique de se rapprocher de l'Europe. L'économie, elle peut se passer de nous avec ses richesses, elle peut vendre son gaz partout. Nous, les Européens, on a un intérêt économique très très grand, géopolitique également, et démographique aussi, parce que nous sommes menacés avec l'Afrique, etc. Voilà. Donc, nous sommes sur le même bateau.
Et certains disent que Poutine a vu ça et qu'il commence le combat d'ores et déjà, les armes à la main. Mais voilà. Marc Rousset, tout cela, ce que vous nous avez dit, est transparent, parfaitement lumineux, mais j'ai envie de dire à la portée d'une intelligence moyenne qui a du bon sens. Du certificat d'études primaires. Un simple bon sens. Alors comment expliquez-vous l'actuel gâchis ? L'actuel gâchis, c'est l'irréalisme des gens qui nous dirigent, c'est le manque de bon sens, le manque de... nous sommes dirigés par des politiciens. Les gens n'ont absolument aucun sens de la vision. C'est la différence entre un politologue et un politicien. Hein. On dit il y en a un, il est là pour gagner les élections, et l'autre, il est là pour penser à l'avenir des prochaines générations et de ses petits-enfants. Bon, c'est toute la différence. Le président de la République, les gens actuels, ils ne voient que pas plus loin qu'une élection à gagner. Regardez la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était uniquement parce que le RN était trop menaçant. Alors, même si on n'a aucune pensée commune avec un autre parti, LFI pour ne pas le nommer, eh bien, on s'allie avec ce parti pour mettre en l'air, en dépit de tout bon sens, de mettre en l'air un parti. C'est la seule explication. La corruption, l'idéologie. Il y a deux choses. Il y a l'incompétence, comme vous l'avez souligné, par le manque de valeur des gens, qui n'ont le niveau baisse, les gens, alors mis à part quelques exceptions, hein, vous avez quelques gens, quelques exceptions confirment la règle, bon, voilà. Et donc c'est cette manque de valeur des gens qui n'ont pas donc le sens de vision, parce qu'eux-mêmes n'ont pas la formation. C'est la faillite des élites. Voilà, c'est la faillite. Mais est-ce qu'il y a aussi une trahison des élites ? Il y a aussi un dogme, qui est justement l'empire américain avec sa soft power. Et nous, voilà, et puis on peut en rajouter qu'en prime, nous avons les lambris de l'ancien dogme marxiste, parce que nous, les Français, dès qu'il y a une mauvaise idée, on est là pour tout récolter. C'est pour ça que cette pauvre France, qui n'était pas menacée, qui n'a jamais eu aucun drame comme l'Allemagne qui a été divisée en deux, nous allons connaître une faillite, à mon avis, qui est irréversible. C'est ahurissant. Alors que l'Allemagne, elle a même pu financer la réunification. Pourquoi ? Parce que nous avons gaspillé. Moi, j'étais un fervent défenseur de l'euro. L'euro, il faut s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce qu'on s'est planté en faisant toutes les âneries. Maintenant, nous ne sommes plus compétitifs. Lorsqu'on a lancé l'euro, c'était une bonne idée. Mais maintenant, c'est une faute, puisque nous ne sommes plus compétitifs. Donc nous détruisons notre industrie, n'est-ce pas ? Voilà, pour dire, parce que les gens qui nous ont dirigés, justement, Mitterrand a obtenu l'euro en contrepartie de la réunification allemande, mais résultat, les gens ont dit, ça y est, maintenant c'est bien, on va pouvoir faire n'importe quoi parce qu'on a l'euro. Résultat, on n'a pas été compétitif, et résultat, on a détruit notre industrie avec l'euro. Donc on sait, non seulement on n'a rien eu comme contrepartie avec l'Allemagne, mais on a en plus détruit notre industrie. Ce qui fait que l'Allemagne, elle a gagné 2 fois. Pourquoi ? Parce que nous sommes dirigés par des ânes. D'ailleurs, vous connaissez le fameux garçon là, qui a fait un livre dirigé par des ânes. Vous voyez qui je veux dire ? Qui m'a reçu sur ses... Vous voyez qui je veux dire ? Oui. Voilà, il est très connu et il m'a reçu, et merci à ce cher ami. Voilà. Son nom Donc ce gâchis, c'est à la fois un biais idéologique et l'incompétence. Une incompétence et un manque de courage aussi. Un manque de vertu, de personnalité, parce qu'il y a le courage aussi. Est-ce qu'il n'y a pas la question aussi de la corruption, entre autres au niveau européen, parce que on sait bien que l'Europe, c'est du lobbying, des groupes d'intérêt, et puis on a pu voir sur certains sujets tels que la crise sanitaire se poser des questions. On a des questions aujourd'hui encore avec Mme von der Leyen sur la façon dont l'Union européenne a négocié un certain nombre de contrats. Est-ce que cette corruption aussi, est-ce que c'est une cause ou une conséquence de notre décadence, au sens où quand on est décadent, la gangrène fait que, en plus du reste, nous finissons dans la corruption la plus totale?
Je pense qu'il y a des deux, mais c'est certain que l'influence de la... Alors, je vais employer le terme anglais, j'ai consacré un chapitre entier de la fameuse soft power américaine, avec avec tous ces clubs de réflexion, avec tout le fameux terme anglais, hein, le courir les couloirs. Hein, je combats l'anglo-américain, donc c'est pas pour employer ce terme à tout bout de champ. C'est le problème des multinationales. Une multinationale, il faut dire une chose, moi j'ai fait partie de ce monde-là, c'est... fondamentalement, qu'on le veuille ou non, c'est quoi? C'est de fabriquer dans un pays sous-développé, délocaliser, vendre dans un pays industrialisé avec des prix élevés et mettre les profits dans un paradis fiscal. Si vous faites ça, vous allez favoriser la montée de votre cours de bourse, et comme vous, dirigeant d'entreprise, vous êtes menacé par un conseil d'administration si vous ne faites pas des profits, vous êtes intéressé puisque vous avez les fameuses stock options. Résultat, le système est fait, et c'est pour ça d'ailleurs que toutes ces âneries du libre-échange faisaient les belles journées des multinationales. Et c'est pour ça que le système a perduré contre le bon sens universitaire, et le bon sens de cours, alors que toutes nos industries s'effondraient pendant 50 ans. C'est parce que c'était l'intérêt des multinationales que ces âneries... Voilà. Et puis il y a eu un intérêt, n'oublions pas ce qu'a dit Constanzo Preve, hein, c'est que si nous avons aussi connu cette défaite industrielle, c'est parce qu'après la chute du mur de Berlin, c'était l'idée aussi de jouer le libre-échange, où là l'Amérique s'est complètement ratée. Puis les avantages comparatifs, alors. Mais c'était ils espéraient vendre de la technologie et puis que les Chinois continuent à fabriquer des entreprises. Et puis deux, c'était mettre le virus de la démocratie chez les Chinois et dans les Russes pour que la Russie explose et que la Chine explose. Or ça a raté complètement. Voilà. Donc tout ça conjugué, ça aboutit à ce que y ait aucun bon sens, aucun chromosome de défense, d'immunité, de bon sens pour éviter la désindustrialisation. Et puis alors cette corruption qui n'était pas une corruption culturelle, mais qui venait d'une corruption plutôt des entreprises, c'est-à-dire le Qatar, les entreprises, Pfizer, avec le mari de Madame von der Leyen. C'est sûr que ils en ont profité d'une façon absolument éhontée. Voilà. C'est pour ça, rien que pour ça, je pense que c'est peut-être ça qui va lui coûter son poste, et qui sera le truc de plus. Non, voilà. Disons pas. Non, mais j'ai le droit d'espérer. Voilà. Même si je me... vous savez, c'est comme ce livre, ce sera peut-être un échec total. Je vais tout faire pour le défendre. Il faut être réaliste. Mais au départ, espérons. Un autre point sur lequel je pense vous auriez moins à vous tromper, comment va se terminer cette guerre actuelle en Ukraine, où en fait, c'est pas la guerre de l'Ukraine contre la Russie, c'est une guerre par proxy de l'ensemble de l'Occident, de l'OTAN contre la Russie. À votre avis ? Eh bien, écoutez, cher ami, d'abord, comme vous le savez, nous en sommes à la 3e armée ukrainienne, otano-kievienne, comme on dit bien. Pour bien dire, c'est plus l'armée ukrainienne. Décimée. Qui a été reconstituée à chaque fois et redécimée. On en est à la 3e. Voilà. Et en fait, et ça a montré que cette guerre était préméditée par l'OTAN et l'Amérique, puisque c'est pour ça que les Russes prennent du temps et veulent ménager leurs pertes. Hein, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Parce qu'en fait, ils se sont attaqués à une ligne Maginot. Avdiivka, d'ailleurs, les gens ne le savent peut-être pas, est tombé parce qu'ils ont employé ces fameuses bombes planantes énormément. Vous savez, c'est comme si les Allemands en 1939 s'étaient attaqués à la ligne Maginot, ils ne seraient pas passés. Hein, les choses sont claires. Donc, si vous voulez, il y a ce problème. Alors, je dis bien, la question m'a été posée sur une autre chaîne il n'y a pas longtemps, et donc je ne veux pas faire preuve d'originalité, parce que telle était ma réponse, et j'ai toujours la même. J'ai bien pensé au problème, mais la réponse est très simple. Les choses étant ce qu'elles sont, au-delà de tous les mensonges qu'on peut nous raconter dans la presse, actuellement, à mon avis, on doit approcher les 600 000 Ukrainiens tués, et je pense que le rapport doit être de 1 à 8, on doit être à peu près 70 000 Russes de tués. Oui, puisqu'il y a eu, ils tirent à peu près 8 fois plus de buts. La puissance de feu, comme vous tenez. Voilà. Voilà. Alors, il y a deux solutions. Ou
dans les mois qui viennent, comme on a connu le front, la guerre en 18, d'un seul coup, le front allemand commençait à faiblir. Il commence à y avoir des désertions. Le front tient parce qu'on recrute, vous avez vu comment ils recrutent, et puis derrière, vous avez une police terrible. D'ailleurs, le régiment Azov, comme on l'a fait remarquer, au lieu d'être des héros qui vont se tuer en première ligne, ils ne vont jamais en première ligne. Non. C'est eux qui sont les tueurs qui passent par les armes, les déserteurs. Voilà, il faut pas reculer. Avec une moyenne d'âge, chers auditeurs, vous êtes peut-être au courant que la moyenne d'âge de l'armée ukrainienne aujourd'hui est de 45 ans. Oui, c'est pas tout jeune. Vous vous rendez compte, hein, vous avez des gens qu'on recrute, qu'on envoie se faire... Alors la première idée possible, elle se terminera par c'est possible, par un effondrement de l'Ukraine. Voilà. Mais bon, alors voilà. Mais la deuxième possibilité, surtout si Trump, suite à la balle qui est passée à 1 centimètre, peut avoir la chance de discuter de son oreille, peut avoir la chance de discuter à la fin de l'année, parce que les discussions ont déjà commencé entre Poutine et Trump, c'est une négociation, puisque nous, Européens, nous avons perdu toute notre crédibilité, puisque vous savez que s'il y a la guerre en Ukraine, c'est que nous n'avons pas été, alors que Poutine nous avait fait confiance, s'est fait rouler dans la farine, hein, il faut dire une chose, nous les Européens... Reconnu par Merkel et par Hollande. Reconnu, exactement. Et Poutine, c'est quand même pas un enfant de cœur, il a reconnu cette fait rouler, il avait donné sa confiance, il a jamais pensé, il a fallu que Merkel l'annonce publiquement, Hollande d'ailleurs en se faisant trahir sur une piégée, voilà comment ça peut se terminer, par une négociation Trump où ça va être très simple. Moi, si j'étais Poutine, je demanderais tous les terres fondamentalement russes historiques de l'Ukraine, c'est-à-dire Novorossia, en demandant Odessa, en allant jusqu'à la Transnistrie, si possible Kiev, pourquoi pas, parce que c'était comme Mais qu'est-ce qui reste dans ce cas-là? Il resterait quand même toute la Galicie, toute la partie de l'Ouest assez riche agricole. Oui, c'est agricole, mais tout ce qui est un pays pastoral. Galicie, à ce moment-là, ce sera une guerre, hein, parce que les Galiciens, contrairement à ce que l'on pense, sont des Ukrainiens qui ont massacré des Polonais. La Pologne rêve de récupérer la Galicie, mais les Galiciens ne reviendront pas polonais de gaieté de cœur, et puis vous aurez une petite partie qui reviendra vers la Roumanie. Vous savez, tous ces territoires qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie et que Staline a récupéré en 1945, voilà, et qui aujourd'hui font partie de l'Ukraine, voilà. Et donc ces territoires-là, je pense, alors les territoires hongrois reviendront très facilement à la Hongrie, tout ce qui est roumain reviendra. Donc là, il n'y a plus l'Ukraine, c'est dépecé. Oui, mais la Galicie, contrairement à ce que les gens pensent, les Ukrainiens n'ont pas envie de devenir polonais. Par contre, les Polonais, ils rêvent de récupérer la Galicie. Comme vous le savez, il y a deux Galicies. Il y a la Galicie en tant que telle, vous avez Cracovie, qui fait partie de la Galicie, et Lviv, qui fait partie aussi de la Galicie. Ouais. Voilà ma réponse. Comment ce conflit peut se terminer. Mais ce serait une terrible claque pour l'OTAN et l'Occident. Ce serait la fin de l'OTAN. Mais alors, sachez, cher ami, qu'on avait déjà prédit l'écroulement de l'OTAN après la défaite en Afghanistan. Or, l'OTAN a tenu. Mais là, si vous voulez, surtout si les mouvements patriotiques interviennent, ça pourrait être bel et bien la fin de l'OTAN pour de bon. Et mon livre... Ce que vous appelez de vos voeux. De tous mes voeux. au nom de l'intérêt de la France... le plus complet. Parce que là, c'est se libérer de l'emprise anglo-américaine. Et ça passe par la première chose, c'est quitter l'OTAN. Et retrouver notre langue aussi. La guerre linguistique est très importante aussi, je tiens à le dire. J'ai consacré un chapitre dans mon livre. Dans notre et à la fin de mon livre, volontairement, c'est l'avant-dernier paragraphe où j'ai tenu à reparler du problème linguistique. Que les hommes politiques aussi négligent systématiquement. Ça n'intéresse personne, or c'est fondamental. Alors que c'est le facteur d'unité numéro 1, on le voit bien chez les Russes. Mais bien sûr. Vous êtes, et les Soviétiques, si l'Union soviétique, si un Arménien se sentait russe et soviétique, c'est parce qu'il parlait le russe. Et par l'alphabet cyrillique. Et de l'alphabet, évidemment, et l'alphabet.
qui fait l'unité. Et vous savez, vous connaissez, pour la petite anecdote, ça intéressera les auditeurs, c'est qu'après l'éclosion de l'URSS, c'est dans mon livre, j'ai étudié le problème de très très près, même des pays comme l'Ouzbékistan, qui était au départ de langue arabe, n'est-ce pas, ont voulu réintroduire l'arabe, ils étaient incapables. Et vous allez en Ouzbékistan aujourd'hui, et tout le monde parle en russe, et c'est le cyrillique qui reste. Le Kazakhstan rêvait, pour des raisons aussi de faire comme... le seul pays, c'est la Moldavie qui est repassée à l'alphabet latin. Et l'Azerbaïdjan est quand même, du fait de sa proximité avec la Turquie. Oui, mais il continue à parler russe quand même, à l'Azerbaïdjan. Alors là, c'est moins marqué. Bakou, en tout cas. Mais en tous les cas, au Kazakhstan, ils ont des velléités de revenir à l'alphabet latin et ils n'y arrivent pas. Alors, c'est reposé au calendrier grec, même si aux derniers Jeux Olympiques, vous aviez le mot Kazakhstan qui, pour la première fois, est apparu en caractère latin sur les vêtements des sportifs kazakhs. Alors, qui dit cyrillique dit, est-ce que, comme Yvan Blot, comme votre ami Yvan Blot, vous pensez que l'orthodoxie... Mon regretté ami Yvan Blot. Est-ce que l'orthodoxie, le patriarcat orthodoxe, cette troisième Rome, en quelque sorte, que pourrait être la Russie, est-ce que vous croyez qu'elle joue à nouveau un rôle important aujourd'hui en Russie? Mais bien sûr, vous avez eu toutes les églises qu'a reconstruites Poutine en particulier, et cette grande idée qui a été... bien, là, c'est pas original, mais souvent abordé par pas mal de géopoliticiens, c'est que n'oublions pas, chers auditeurs, que cette Europe qu'on veut faire, et ça c'est une idée aussi particulière sur laquelle j'insiste, une véritable Europe européenne, parce que ce serait une civilisation européenne. Carolingienne, donc il y a la chrétienté. Elle serait plus carolingienne, là. C'est justement, ce serait le monde civilisationnel, avec une confédération ouest-européenne qui se rapprocherait de la Russie, tout simplement, n'est-ce pas? Mais de faire l'Europe de l'Atlantique au Pacifique, c'est retrouver la civilisation européenne, une civilisation européenne qui rayonnerait comme la civilisation arabe, la civilisation hindoue, avec deux poumons chrétiens qui seraient la religion catholique romaine, qui retrouverait ses origines, j'espère, puisqu'actuellement, comme vous le savez, Bergoglio, ce sont les athées, qui ont pris le pouvoir. Les mondialistes, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est les mondialistes, les cosmopolites. Qui ont pris le pouvoir. D'ailleurs, il y a un évêque qui a fait un truc remarquable que je suis en train de lire, qui vient d'écrire un truc de 30 pages. C'est extraordinaire. Vigano, il dit que le pape, c'est un hérétique. Pour lui, c'est une chose très chère. Il n'a pas été excommunié. Oui, ils sont en train d'excommunier, mais il dit, voilà, c'était un truc remarquable. Voilà, alors, donc, l'idée, c'est de faire une civilisation, et c'est pour ça que c'est quelque chose de très profond. Et Poutine est l'homme de cela. N'oublions pas que Poutine est un homme de Saint-Pétersbourg qui parle allemand. Il a voulu. N'oublions pas ce qu'a dit, ces paroles prophétiques de Gorbatchev. Faisons la maison commune Europe, en mandant à Madame Thatcher, et faisons en sorte, tenez-vous bien, c'était prophétique, regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine, pour que l'Europe soit notre maison commune et ne devienne pas un théâtre d'opérations militaires. Mais est-ce que c'est pas un peu utopique, ça, Marc Rousset, cette idée qu'entre la France et l'Allemagne, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment cet intérêt commun? Et c'est la question de départ, sur lequel, quand je vous ai dit, attention, vous n'êtes pas souverainiste, l'Europe des patries, l'Europe des nations, vous avez quand même une Europe confédérale, et vous pensez qu'on peut aligner, comme on aligne les planètes, Paris, Berlin, Moscou. Et moi, je vous dis, j'en suis pas certain. Je pense qu'il peut y avoir une alliance franco-russe, indéniablement. L'Allemagne, j'ai envie de dire, dans tous les cas de figure, la Russie soit s'allie à l'Allemagne, c'est arrivé dans son histoire, ou s'allie à la France. Mais un des trois, enfin, soit l'Allemagne, soit la France, souvent sont neutralisés. Alors j'ai une réponse à votre question. Ça m'intéresse, cette réponse. Elle est très claire, c'est que, vous avez raison, c'est qu'en même temps, notre pensée actuelle dérive toujours un peu de l'esprit de
la réunion de Vienne, n'est-ce pas, en oui, 1815. Le congrès de Vienne. Mais il faut aussi s'adapter au XXIe siècle, chers amis, parce que, bien, qu'on le veuille ou non, vous regardez l'Inde, c'est plus l'Empire, c'est plus une colonie de l'Empire britannique. Vous avez la Chine, donc le Brésil. Moi-même, j'étais directeur du groupe Rhône-Poulenc au Brésil, etc. Mais voilà une puissance qui est en train de monter. Donc il faut s'adapter. Et donc c'est la force des choses. On ne peut plus sortir en rafale aujourd'hui avec 60 millions d'habitants. Donc il y a une nécessité de rapprochement. Alors ce rapprochement, il sera pragmatique, mais faisons un rapprochement européen de toutes nos forces avec certaines nations européennes pour mettre en place un Rafale. Pour notre industrie nucléaire, continuons à nous rapprocher de la Russie. Pour le spatial, essayons aussi parfois de rapprocher. Il faut ouvrir les horizons. Mais est-ce que l'Allemagne le veut, ce rapprochement, alors, mais l'Allemagne... Alors, vous avez des gens, j'ai la réponse à votre question, c'est Maximilien Krah. Qui est un gaulliste qui n'en parle non. Les gens, je dis bien, je l'écris noir sur blanc dans mon ouvrage, on ne pourra faire cette Europe que si un jour l'AfD prend le pouvoir. Ah. On est bien d'accord. Actuellement, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que je suis moi-même un déçu des idées que je défends, parce que avec la CDU, qu'est-ce qu'elle veut faire? Je dis bien, si la CDU, ils veulent diminuer notre puissance militaire, s'ils pouvaient nous faire quitter Kourou ou occuper... Ils ont cherché à saper notre puissance nucléaire aussi. Tout est bon. Tout est bon. Vous avez eu du nucléaire. Centrale nucléaire. Dès qu'on a un point fort, une fusée, si Ariane avait sauté, ils ont une société qui s'appelle OVH, et ils essayent de toute leur force par le biais des petites fusées. Pourquoi c'est le sentiment d'avoir pu gagner par 2 fois d'être le maître du monde, oui. Et puis d'avoir perdu par 2 fois. Ça, c'est vrai que la France, c'est ce que j'ai dit aussi dans mon livre. J'ai un chapitre très important. Pourquoi, chers auditeurs, je dis ça, c'est un truc fondamental. Mais très important. Est-ce que vous savez, chers auditeurs, que s'il n'y avait pas la Russie, par 2 fois, la France aurait été rayée, vous entendez bien, de la guerre, de la carte du monde. Je dis bien, en le hurlant dans ce micro, est-ce que vous savez, chers auditeurs, que s'il n'y avait pas eu la Russie, nous n'aurions pas gagné la bataille de la Marne, que la bataille de Verdun n'aurait pas été gagnée? Est-ce que vous savez tout ça? Que il y a eu deux offensives, dont celle de Broussilov en 1916, et sinon nous perdions la bataille de Verdun. Il faut savoir ça, qu'en 1900, la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par la Russie. Elle a été gagnée à Stalingrad, elle a été gagnée à la bataille de Moscou, avec 27 millions de morts. Ne cassez pas la table, 27 millions de morts, 7 millions de militaires tués. Il y a eu 200... L'Amérique, en tout et pour tout, dans la Deuxième Guerre mondiale, a eu 280 000 morts, 170 000 en Europe, 60 000 sur la bataille de Normandie. Vous avez eu plus de Russes tués pour prendre Berlin, 80 000, que tous les Américains tués pour toute l'offensive de Normandie. J'ai fait les calculs qui s'élèvent à 54 000 morts. Alors ça fait 54 000 morts de trop, mais c'est moins que les Russes pour prendre Berlin. Que à la bataille de Stalingrad, tout Russe ou tout Allemand qui se lançait dans la bataille, il avait 24 heures de survie. Voilà. Que Stalingrad était pire que Verdun, il faut le savoir. Vous me confortez dans cette idée de l'alliance franco-russe, mais vous ne m'avez pas convaincu sur la volonté de l'Allemagne. C'est-à-dire que les Américains... Attendez juste un instant, Marc, juste un instant. Je réponds à votre question. En fait, le conflit entre la France et l'Allemagne ne date pas des États-Unis d'Amérique. Croire que seule l'Amérique va créer des ennuis entre la France et l'Allemagne, c'est oublier que l'Amérique n'existait pas ou n'existait à peine, que nous étions déjà en guerre, nous guerroyons déjà. Et là, c'est pour ça que je reviens dans cette émission dont on arrive dans la dernière partie, j'en reviens à cette notion d'Europe carolingienne, oui, je réponds très parce simplement. Que finalement c'est circulaire et on revient sur vos premiers ouvrages. Je réponds à votre question, mais j'y reviens, et ça c'est ce que je vous ai dit, je reviens sur la même idée que vous avez peut-être pas, parce que
justement, c'est en tant qu'économiste. Je vous dis qu'on ne peut pas survivre, nous, Français, je dis bien, alors il n'y a pas plus patriote que votre serviteur, on ne peut pas économiquement, je dis bien, ne faisons pas l'erreur de la Grèce. La Grèce a disparu face à l'Empire romain parce que les cités grecques n'ont pas su faire le minimum d'unité. Donc il faut qu'on garde. Mais je ne vous parle pas de la volonté de la France, Marc Roussel, je vous parle de la volonté de l'Allemagne. Oui, le moteur franco-allemand, le couple franco-allemand, on a l'impression qu'il n'est porté que par la France. Oui, mais parce qu'actuellement, l'Allemagne. Mais ça a toujours été comme ça. Non, oui, mais ça a été comme ça parce que l'Allemagne était plus grande, plus puissante, que ces derniers temps, en pratiquant le mondialisme, elle était la première bénéficiaire avec son industrie, que tout ça est en train de s'écrouler, qu'elle pratiquait une sous-traitance éhontée, qu'ils étaient plus malins que nous, les Allemands, qu'ils ont bénéficié de l'euro qui, paradoxalement, les avantageait. Résultat, nous, on se désindustrialisait. Donc, nous, on était les cocus magnifiques, et eux, ils étaient les gagnants. Oui. Mais le monde passant, l'Allemagne aussi va connaître, elle commence déjà à connaître la désindustrialisation. L'Allemagne, les gens de l'AfD... Parce qu'on l'a coupé de la Russie, justement, voilà, et de toutes les énergies bon marché. L'Allemagne, pour survivre, aura besoin un jour de retrouver le gaz russe pour survivre. Sinon, toute son industrie se délocalisera aux États-Unis. Donc, si vous voulez, ce sont les contraintes économiques du monde, le monde qui bouge, et la nécessité de l'échelle économique. Parce que vous ne croyez pas, Marc Roussel, que finalement le problème fondamental reste le même? Moi, alors, je me rappelle à une époque, un ancien président de Radio Courtoisie, qui m'invitait souvent le lundi soir, disait « On découvre que Stocker est germanophobe ». Mais en fait, je fais partie de ces germanophiles qui aiment tellement l'Allemagne que j'en voudrais une multitude, autant que de Länder, en tout cas, pratiquement. Est-ce que l'unité allemande, c'est pas finalement ça le fond du problème? Non. Est-ce qu'il n'y a pas une arrogance dans l'Allemagne unitaire, impériale? C'est un empire aussi. C'est pas une nation, l'Allemagne. Mais ce n'est pas un empire. Géographiquement, la France est plus petite que l'Allemagne. La France, vous savez... c'est l'Allemagne comme empire, justement. Oui, mais c'est plus un empire. C'est un petit État européen, l'Allemagne. Un empire, c'est la Russie. Le Brésil, vous mettez 10 fois la France. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut bien voir. C'est là... Le monde a évolué. Et c'est pour ça que mon livre, il est prophétique. Les tentations sont pas toujours... La géopolitique, c'est pas justement qu'est-ce qui demeure. C'est savoir, c'est ce que disait Auguste Comte, savoir pour prévoir et prévoir pour pouvoir. C'est-à-dire tenir compte du passé, mais le monde évolue. Économiquement, un bel exemple, c'est que la France ne peut plus faire un rafale avec 60 millions d'habitants. C'est impossible. Il faut soit qu'on exporte, soit qu'on se rapproche des nations européennes. Sinon, économiquement, on ne peut plus faire un rafale. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre. Mais les Allemands, ils préfèrent les F-35 aux rafales. Ils préfèrent. Tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont les cocus magnifiques eux aussi et qu'on va industrialise à tout va. Parce que l'AfD a compris ça. Mais les gens de la CDU, eux, vivent avec... Ce sont des gens comme Macron qui vivent sur l'emprise écologique et qui n'ont pas le courage. On vient faire sauter un gazoduc chez eux à Nord Stream et ils n'ont pas le courage de le dire publiquement. Les choses sont claires. Pour vous donner un point quand même, Marc Roussel, l'AfD en fait a compris, et je crois qu'il y a en effet un élément qui n'est pas négligeable, c'est que l'union et l'unité, malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie, elle se fait face à un adversaire commun. Et c'est vrai que quand on regarde le bassin méditerranéen et ce que vous disiez sur le risque de submersion migratoire, ce problème auquel est confrontée l'Allemagne et auquel est confrontée aussi la France. Donc peut-être qu'en effet, dans ce sens-là, au moins, il pourrait y avoir un intérêt commun. Oui, il y a l'intérêt vital du danger de la submersion migratoire. J'entends bien qu'on ne me passe pas un procès. Je parle de submersion migratoire. Radio Courtoisie. On est à Radio Courtoisie. Merci Radio Courtoisie. Mais l'autre chose, ce sont les contraintes économiques. Alors là, je suis content d'être ancien responsable d'entreprise. Pour cette raison, c'est que ça, si vous voulez, il y a un moment donné, lorsque vous avez un mur en face de vous... On n'est pas concurrents. La France et l'Allemagne sur le plan industriel. Là, je vous pose la question. Mais il y aura des conflits, mais c'est comme dans tous les grands États, puisque j'ai connu le Québec, vous avez le Québec et l'Ontario, il y aura des conflits, vous avez qu'à voir ce qui se passe avec les armements, vous avez Dassault qui prend le dessus, et puis en Allemagne, vous avez une société comme Rheinmetall qui veut faire de nous le cocu magnifique, même si on a fait Nexter, en se rapprochant du groupe allemand KFM, pour faire ce char du futur, n'est-ce pas? Il y aura toujours des contraintes, ce sera difficile, mais gardons cette idée.
c'est que le monde évolue et que d'abord cette idée nous avons un intérêt commun, civilisationnel, démographique avec la Russie. Et nous, États européens, nous avons des intérêts communs pour survivre. Parce que actuellement, le monde évolue et ce qui a fait la force de l'Europe pendant des années, du Moyen-Âge, du temps de Napoléon, du temps où ces petites nations européennes étaient plus peuplées que l'Amérique, tout ça, c'est terminé. Donc aujourd'hui, vous avez le Brésil, vous avez l'Inde. Nous vivons les BRICS. Voilà, vous allez voir le Congo qui, en 2050, a 200 millions d'habitants. Aujourd'hui, Kinshasa a déjà 14 millions d'habitants. Le Nigeria a dépassé les 200 millions d'habitants. C'est ça qu'il faut y voir. Il faut voir plus loin que le bout de son nez, n'est-ce pas ? Et ne pas. Alors, il faut connaître l'histoire, tirer parti de l'histoire, mais en même temps, et c'est le rôle du géopoliticien qui ne doit pas être un historien. Le géopoliticien, il apprend de l'histoire et il doit voir la géographie, il doit extrapoler vers le futur, être un réaliste, sinon c'est un très mauvais géopoliticien, et dire, compte tenu de tout ce que je sais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et alors, vous avez des livres de géopoliticiens philosophes, de technocrates. Mon livre est le livre d'un géopoliticien cultivé, mais réaliste et ancien responsable d'entreprise, ce qui m'amène à préconiser des choses réalistes et faisables. Il y a un grand absent dans notre discussion, Marc Rousset, depuis tout à l'heure, qui est quand même en Europe, c'est cette fameuse perfide Albion. Oui, qu'est-ce que vous en faites ? J'ai fait un chapitre entier dans le livre. C'est que je me suis réjoui du départ d'Albion. Je me suis réjoui du départ de l'Angleterre, qu'on le veuille ou non, fait partie du monde anglo-saxon. J'ai cité Madame Thatcher et je me suis réjoui. Et c'est pour ça que c'était une chance unique qu'on avait, que l'Angleterre, c'est une faute stratégique, diplomatique terrible qu'ont fait les Anglais, qui avaient une des diplomaties les plus performantes. Ils ont tout fait pour éviter que, comme avait dit au général de Gaulle, un Premier ministre anglais, si vous voulez faire le marché commun, nous, on va considérer ça comme le blocus continental, n'est-ce pas ? On vous fera la guerre s'il faut. Voilà. Donc voilà, mais c'est l'Angleterre. Là, je ne crois pas du tout aux vertus. L'Angleterre, c'est une bonne chose. Ce sont nos cousins germains. Ils ont failli parler français. Oui. Voilà. Mais alors justement, c'est le grand danger. Il faut absolument que la langue de l'Europe de demain, je dis bien, je sais que c'est pas conçu, c'est pas compris, parce que les gens ne connaissent pas, c'est le problème. Or là, j'ai fait l'effort d'apprendre, de lire tout l'espéranto pendant un mois. Donc c'est un ancien chef d'entreprise qui vous parle, chers auditeurs. C'est pas du tout un petit rêveur. Je dis bien que la seule arme que nous avons pour, je crois, si d'une volonté commune et géopolitique, les Européens ne veulent pas faire du français la langue de l'Europe, puisqu'elle lui revient de droit. Si nous avons l'anglo-américain, c'est à ce moment-là, c'est la disparition de toutes les langues européennes à terme, c'est l'espéranto. Ça peut faire rigoler des gens, mais voilà, c'est l'espéranto parce que les gens n'ont pas compris. Mais si je parle avec chaque personne, j'explique d'ailleurs dans mon livre, c'est pas du tout un truc de rêveur, c'est un truc très réaliste. C'est la seule façon de sauver les langues européennes et d'éviter que la langue commune devienne l'anglo-américain. On ne peut pas faire une Europe si nous parlons tous anglo-américains entre nous. On doit bannir. On doit bannir l'anglo-américain. Et la seule façon, si les gens ne veulent pas faire français, là je suis comme saint Thomas, c'est d'introduire l'espéranto. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon... Donc ça, il y a aussi des traducteurs. Avec l'intelligence artificielle, vous savez, franchement, la barrière de la langue... Les armées de Byzance étaient commandées en latin. Moi, ça m'inquiète pas tant à un moment donné... La diversité des langues, ça me va très bien. C'est vrai, mais moi aussi. Comme disait, vous savez, la langue internationale, c'est la traduction. C'est le fameux l'italien qui a dit ça. J'ai plus son nom. Et je suis... Mais dans certains cas... vous avez des décisions à prendre, vous avez une langue qui va s'imposer, qu'on le veuille ou non. Dans certaines occasions, il faut une langue qui soit une langue commune, et cette langue mériterait d'être le français. Pour sauver justement toutes les langues et l'européanité. Si nous n'avons pas notre culture européenne, si nous sommes américanisés,
Moi, je dis bien, on ne peut pas faire une Europe. En tout cas, avec la Russie. Alors qu'avec la Russie, on peut. Avec la cour, rappelons-nous que à la cour du tsar, on parlait français. Mais bien là, sûr. Ce serait beaucoup plus simple. Et même actuellement, les gens ne le savent peut-être pas, même le français est toujours très parlé en Russie. Le petit-fils Pierre de Gaulle l'a remarqué, le français. Or, si vous voulez, le cyrillique, moi je fais l'effort d'apprendre le russe. Je peux lire le russe, je ne le parle pas. Mon fils parle le russe. Voilà. Et il a fait cet effort à l'ENA d'ailleurs d'apprendre le russe. Bravo pour lui. Mais c'est quand même cyrillique, c'est ma 7e langue. C'est la langue la plus difficile à apprendre à cause de l'alphabet, tout simplement. Voilà. Oui. Donc on ne peut pas mettre le russe. L'allemand est une langue quand même assez difficile. Donc le français, c'est pas facile non plus. Mais historiquement, ce serait mérité que le français redevienne comme elle l'était au départ. Il y a tellement de subtilité dans cette langue. Mais justement, elle est tellement riche. Elle est tellement aimée d'ailleurs pour sa sonorité. Mais oui, elle le mérite. Elle le mérite. Et puis, soupir, ne muons pas, c'est que c'est plus un combat du passé, parce que nous, les francophones, nous devons savoir que nous devons représenter en 2050. Alors, l'Afrique, c'est un danger migratoire pour notre civilisation, mais pour la langue française, c'est une chance extraordinaire. Exact. 700 millions de locuteurs, chers auditeurs. Donc cet esprit minoritaire, cet esprit de complexe, parce que les Français avaient... c'est une des raisons pour lesquelles ils ont basculé à l'anglo-américain. C'est qu'ils ont été victimes, ils sont passés d'un complexe de supériorité à un complexe d'infériorité. Et le jour où nous, francophones, nous allons être persuadés que nous représentons 700 millions de francophones, à ce moment-là, nous avons déjà dépassé en nombre de locuteurs à peu de choses le monde arabophone et même le monde hispanophone. Les gens ne le savent pas. Le français, par le taux de natalité incroyable de l'Afrique, est très futuriste et a des chances. Une belle vision de l'avenir. Alors, raison de plus pour ne pas nous-mêmes, nous suicider à Bruxelles. Voilà. Est formidable. Eh ben, écoutez, j'ai passé une heure et demie. Un grand merci, cher Nicolas. Je suis très reconnaissant de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur votre chaîne. Et je pense vraiment une émission qui fera date. Je pense que des émissions, je vous ai entendu. C'est un cri du cœur, chers auditeurs. C'est un très beau cri du cœur, Marc Rousset. Merci, Nicolas. Aujourd'hui. Merci à vous, notre faux ami l'Amérique, pour une alliance avec la Russie. Préface de Piotr Tolstoï aux éditions, rappelez-moi. Libri Nova. Voilà, eh bien, chers auditeurs, dans ces estivales du Libre Journal de Géopolitique Profonde, et nous vous souhaitons une bonne journée, un bel été, et puis on se dit à ce moment-là, en ce qui me concerne, à la semaine prochaine, chers auditeurs, et à très bientôt, Marc Rousset. Merci, Nicolas. Merci, au revoir. En France, voici comment se déroulerait le déclenchement d'une frappe nucléaire. Des scènes de violence contre commissariats, mais aussi des écoles, des mairies. Qui gouverne le monde, hein. Beaucoup de gens pensent, à tort, que ce sont les hommes politiques.